En ce moment, on parle beaucoup de complotisme. Et aujourd'hui, je reçois Marie Pelletier, qui est une autrice. Elle a écrit L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée en 2016, et puis Obsession, dans les coulisses du récit complotiste en 2018. Vous l'aurez compris, Marie, c'est une experte autour des sujets du complotisme. Elle est également historienne, elle est belge. Et avec elle, on va parler de pas mal de sujets autour du complotisme. Comment ça fonctionne, d'où c'est originaire, quelles sont les bonnes questions à se poser, comment nous sommes toutes et tous des participants finalement de ces thèses complotistes. Et puis, on va évidemment évoquer le documentaire Hold Up. Il ne fait pas le centre de la conversation, parce que je pense qu'il y a énormément de contenu qui existe déjà sur ce sujet. Donc on essaie vraiment de rentrer plus en profondeur et essayer de comprendre beaucoup mieux les théories du complot et comment tout cela fonctionne. Et il me semble que c'est important de le prendre de cette manière-là, parce qu'autrement, on reste dans des discours qui sont binaires et on n'arrive pas à tomber d'accord sur une solution, entre guillemets, ou sur un discours commun. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie. Bonjour. Donc vous êtes en Belgique, vous allez bien aujourd'hui? Oui, je vais bien, tout à fait. On va parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le complotisme. Moi, ce que j'aimerais comprendre enfin, c'est pas tant pour parler de Hold Up, on en parlera sans doute à un moment donné, mais de comprendre d'où ça vient, le complotisme, euh, et, et comment ça fonctionne. La question est large, hein, mais on va pouvoir en parler pendant un petit moment. Oui, parce que c'est vrai que ça recouvre d'où ça vient, c'est toute la question historique. Il y a effectivement le complotisme, c'est un phénomène ancien qui date déjà de la fin du XVIIIe siècle, en tout cas dans sa forme structurée idéologiquement, et qui effectivement fait une sorte de résurgence depuis le début du XXIe siècle, depuis l'entrée dans les années 2000 en fait. Et donc c'est une espèce de réactualisation d'un phénomène historique qui a des racines assez profondes. Et par ailleurs, la manière dont ça fonctionne, c'est en fait un mécanisme qu'on connaît tous bien sur un plan humain, mais sauf que là, il est un peu systématisé. C'est que l'idée du complotisme, c'est de voir dans le récit qu'on fait des événements, de voir en fait les signes d'un mensonge qui serait en quelque sorte un mensonge au service d'une minorité mal agissante. Et en fait, Hmm. l'imaginaire complotiste, c'est ça, c'est traquer tous les indices du mensonge, du, ouais, tous les indices du manque de vérité. Et par définition, dans le complotisme, le mensonge est au service d'une petite minorité mal agissante. Alors cette petite minorité, elle a pris des couleurs différentes à travers le temps, hein. Ça a été la franc-maçonnerie, ça a été les juifs, bien évidemment. Mhm. Aujourd'hui, ça peut être aussi les homosexuels, les musulmans, etc. Mais c'est toujours cette idée que c'est une minorité qui tire les ficelles, en quelque sorte. Hmm. Et alors, vous vous êtes intéressé beaucoup aux événements du 11 septembre 2001. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi vous vous êtes intéressé à cet événement en particulier et c'est quoi le lien avec le complotisme? Bah, je me suis pas tant intéressée à l'événement en lui-même qu'au récit que certains en ont fait précisément. Le 11 septembre 2001, on peut dire que c'est un petit peu le mythe fondateur des conspirationnistes contemporains. Tous les conspirationnistes à l'heure actuelle font du 11 septembre entre guillemets la preuve ultime du soi-disant mensonge qu'on nous livre. Et c'est vrai que le 11 septembre 2001, il faut rappeler que ça a été un événement extrêmement traumatique, euh, enfin qui a généré énormément d'émotions dans le débat public parce que c'était Mhm. la première fois depuis plusieurs décennies que l'Occident, dans l'imaginaire collectif, hein, que l'Occident était en quelque sorte à nouveau attaqué en son Mhm. cœur et dans un de ses symboles en plus. Et donc il y a eu un très gros choc. Je pense que c'est important à rappeler parce que c'est souvent sur des chocs que le conspirationnisme prospère. Et puis le 11 septembre 2001, il y a eu aussi toute la couleur civilisationnelle que les dirigeants politiques de l'époque ont donné à l'événement. C'est-à-dire que ça a été très très vite euh, coloré, on pourrait dire, de Mhm. connotations oui, civilisationnelles, comme si on remettait en branle le vieux schème civilisation-barbarie. Nous, occidentaux, nous sommes la civilisation, nous sommes attaqués par des barbares sanguinaires qui nous veulent du mal.
Et ça, c'est un schème qu'on voit beaucoup à l'œuvre dans le débat public depuis plusieurs années. Mhm, Et mhm, en fait, mhm. sur ce récit-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce récit-là, il a clivé énormément nos sociétés, il a énormément polarisé le débat public. Et donc, en face, en quelque sorte, il y a des acteurs politiques qui ont offert des contre-récits sur l'événement. C'est-à-dire qu'on dit non, mais en Mhm. fait, cet événement, il sert de prétexte à une série de postures et de politiques injustes. Et donc, nous, on va vous livrer l'autre version de l'événement. Et c'est pour ça que, en fait, le conspirationnisme contemporain, il s'est d'abord attaché au 11 septembre 2001 et à dire que on l'a tous entendu, je pense, que les tours n'étaient pas tombées exactement de la bonne manière ou qu'il n'y avait pas eu d'avion sur le Pentagone, toutes ces Mhm, choses-là. mhm, mhm, C'est, mhm. c'était déjà l'idée que le pouvoir politique et médiatique nous livrait un récit mensonger. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui l'imaginaire complotiste si on ne comprend pas toute cette construction de récits et de contre-récits qu'il y a eu sur le 11 septembre 2001. Hmm. Et alors, moi, j'ai la sensation quand j'entends des thèses complotistes, et ça m'arrive assez régulièrement parce que j'écoute des podcasts qui parfois invitent des personnes qui sont complotistes, ou voilà, enfin, ça peut m'arriver d'entendre des discours complotistes. Et ce que je remarque, c'est que au début, c'est super intéressant parce qu'en réalité, ils posent des bonnes questions. Et donc au début, je me dis waouh, c'est hyper intéressant. J'écoute, et à un moment donné, ça vrille. On sent que la personne, elle tourne au fur et à mesure, et d'un coup, ça vrille et ça part complètement. J'ai envie de dire en cacahuète, mais en fait, ça part complètement où la personne, elle va dans une thèse qui est pour le coup absolument pas crédible. J'ai l'impression qu'elle utilise une technique qui est de me dire ah bah oui effectivement, ah bah oui effectivement, ah bah oui effectivement, pour me faire dire ah bah oui effectivement à quelque chose dans lequel je ne crois plus finalement. Je sais pas si c'est quelque chose qui est assez courant, mais moi, je remarque ça personnellement, c'est-à-dire qu'ils posent des bonnes questions, comme par exemple, ça peut choquer des gens de l'entendre, mais je trouve que parfois l'extrême droite en France pose des bonnes questions. Ça ne veut pas dire que les réponses sont bonnes, mais en tout cas, il y a des choses où ils posent des bonnes questions, et néanmoins, voilà, les réponses évidemment se correspondent pas du tout en ce qui concerne l'extrême droite. Et le complotisme, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, ça vrille. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve de manière régulière? C'est quoi les modes de fonctionnement du complotisme? J'ai envie de dire, il y a peut-être des techniques entre guillemets. Bah déjà, je suis pas totalement d'accord avec vous quand D'accord. vous dites que ce sont des bonnes questions. Je pense Mhm. qu'on peut avoir l'impression que ce sont des bonnes questions parce que ce sont des questions qui viennent généralement brasser des obsessions contemporaines. Mhm. Et donc forcément, c'est des questions qui font sens. Ça, je suis d'accord. Mais Mhm. mais là où je les trouve pas forcément bonnes, c'est que généralement, il y a déjà un sous-entendu idéologique et il y a déjà en fait un postulat. Et la question est simplement prétexte à développer une théorie qui est déjà présente en amont. C'est ça le Mhm. problème du conspirationnisme. C'est que, vous savez, la posture conspirationniste, c'est toujours dire je ne fais que poser des questions. Mhm. Mhm. Mais en fait, c'est pas vrai. Les questions sont simplement un prétexte à dérouler un logiciel idéologique. Quand, par exemple, on s'interroge sur la véracité des événements du 11 septembre, si on reprend cet exemple-là, Mhm. euh, Mhm. en vérité, c'est pas tant la réalité des événements qui nous intéresse, c'est l'idée qu'on a déjà derrière, à savoir c'est la CIA qui a fomenté Mhm. ça, ou ou je sais pas quoi, il y a eu beaucoup de théories différentes, mais en fait la question est un prétexte à une réponse qui est déjà toute faite. En fait, je dirais que c'est ça le problème. Et effectivement, ça peut peut-être parfois on peut se laisser embarquer là-dedans parce qu'on se dit ah le questionnement est intéressant, mais il faut se rendre compte que le, le questionnement est un petit peu un mode opératoire, c'est-à-dire faire semblant de poser des questions un petit peu dérangeantes, parce que ça Mhm. la posture conspirationniste, comme l'extrême droite d'ailleurs de manière générale, aime bien dire on ose poser des questions que les autres ne posent pas, Mhm. mais Mhm. généralement s'ils les posent, c'est précisément parce ils veulent déjà, enfin ils ont déjà l'idée de la réponse et la seule chose qui Mhm. les intéresse, c'est de convaincre de la véracité de la réponse. Mhm. Et donc c'est souvent ça. Et en fait, c'est toujours, faut bien se rendre compte que c'est toujours la même, comment dire, la même logique narrative. En fait, Mhm. en gros, la logique est celle-ci, c'est de dire on nous ment, donc partir du postulat qu'on nous ment, et donc traquer tous les signes du mensonge, que ce soit les paroles incohérentes, que ce soit les détails techniques. Le conspirationnisme s'attache énormément aux détails techniques des événements pour dire que ça ne colle pas à ce qu'on nous a dit, que ce soit enfin, tout ce qui peut montrer soi-disant
en fait des incohérences ou des choses qui sont pas tout à fait claires, et donc prendre ça, interpréter ça comme un signe du mensonge, et en fait Mhm. avoir déjà désigné les coupables du mensonge. Donc c'est comme Oui. si la trame narrative, elle était déjà présente en amont. Et c'est Mhm. là qu'on doit Mhm. être extrêmement vigilant, parce qu'en fait, quand on regarde les contenus conspirationnistes, et moi je les regarde beaucoup depuis des années, c'est toujours exactement la même logique. Donc c'est un dévoiement de l'esprit critique. Le conspirationniste fait croire qu'il doute, et il met fort en avant la question qu'il se questionne, qu'il doute, etc. Et c'est vrai que le Mhm. doute en soi, c'est un principe philosophique tout à fait noble, évidemment. Mais le problème, c'est que c'est le doute au service d'une vision du monde qui est une vision hostile à l'émancipation. Parce que Mhm. c'est une vision du monde qui désigne toujours des minorités comme coupables, et en fait qui nous sort de la lecture politique des événements, puisque ça, ça, ça gomme les rapports d'oppression à l'intérieur de la société au profit d'un logiciel ultra simpliste qui fait un soi-disant petit groupe le responsable et le coupable de tous les maux de société. Mhm. En fait, c'est marrant ce que vous dites parce que ça me fait penser pour le coup au marketing. Parce que à l'origine, c'est quand même mon métier. Et en fait, moi, j'ai dit toujours aux marketeurs, et je vous posais un petit peu la question à Essian, c'était un petit peu volontairement, comment dire, pour vous faire réagir aussi, mais en marketing, c'est vrai que quand on fait des études, quanti, quali, en fait, on pose des questions où on connaît déjà la réponse. Ouais. Et donc, forcément, ça biaise complètement la réponse. Et du coup, on tombe sur le résultat qu'on avait envie de tomber, sur lequel on avait envie de tomber. Et on se rend même pas compte de son biais cognitif. Et je pense que ce que vous décrivez, c'est que les conspirationnistes, ils font exactement ça, mais sur des personnes qui, a priori, ne sont elles-mêmes à l'origine pas nécessairement conspirationnistes. Elles accueillent entre guillemets le questionnement de manière assez neutre finalement peut-être. Oui, Non. oui, tout à fait. Il y a quelque chose de très semblable, en effet. Hein. C'est quand même un procédé de manipulation, hein, soyons clairs. Euh, Oui, bien sûr. oui, oui, et c'est pour ça que je pense il faut aller jusqu'à s'interroger sur pourquoi on s'intéresse à ces questions-là. Par exemple, rappelons-nous, je prends un autre exemple que le 11 septembre, Mhm, l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. mhm, Il y a eu aussi énormément de conspirationnisme hein, sur cet événement. mhm. Et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de gens qui remettaient en cause la manière exacte dont les choses s'étaient passées. Il y avait une histoire de rétroviseur, soi-disant, qui changeait de couleur et des choses comme ça. Je sais pas si vous vous en rappelez. Enfin Je me bref, souviens. c'est des espèces de détails techniques de l'événement qui montraient que, Mhm, soi-disant, on nous mentait, encore une fois. mhm, Euh, mais par exemple, pour ce type d'événement, je pense qu'il faut se poser la question justement, mais, quel est le sens de s'interroger sur des détails techniques de l'événement? euh, Enfin, quel est, quel peut être l'intérêt qu'il y a derrière ce type de questions? C'est-à-dire que c'est pas, je veux dire, ce type de question n'est déjà pas anodin. Si on entre déjà dans une certaine logique, par exemple, de remise en cause systématique des attentats, par exemple, ou mhm. remise en cause systématique des choses qui font je sais pas comment dire, des morts et des traumatismes dans la société, ben, quelle est notre intention derrière ça? Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait que, parce qu'on me dit souvent qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas tomber là-dedans. Je crois Mhm. il faut checker nos propres intentions. Et je crois qu'il y a parfois certains questionnements, certaines curiosités, on pourrait dire, dont on sait en conscience que c'est déjà malsain et que ça vient titiller chez nous des choses qui sont pas les plus clean, quoi. Et bien Mhm. évidemment Mhm. que ça peut être grisant, hein, d'aller un petit peu dans des questionnements un peu glauques, un peu politiquement non corrects, comme on dit. Mais toujours s'interroger sur, mais finalement, quel est le sens de ça? Je me mets au service de quoi en me questionnant de cette manière? Mhm. En fait, on a l'impression peut-être de se rebeller et d'être plus éclairé que la moyenne, alors qu'en réalité, effectivement, on sert une partie peut-être, on appellerait, enfin moi j'appelle ça les ombres, les dark side, comme dirait Freud, pas Freud, pardon, Jung. Euh, c'est peut-être des dark sides qu'on vient nourrir à travers des peurs finalement qui deviennent. En fait, quelqu'un vous prouve que votre peur a une raison d'être. Il y a peut-être ça derrière, non? Oui, oui, il y a complètement ça. Le complotisme, c'est une posture, et c'est une posture qui vient effectivement donner
donner de la puissance, donner de la légitimité à des sentiments pas seulement de peur d'ailleurs, hein, de frustration, de jalousie, parfois, enfin tous des sentiments humains tout à fait universels. Mhm, mhm. Mais le conspirationnisme, il apporte aussi de très puissant, c'est qu'il politise les affects en fait. Enfin, il donne une illusion de politisation des affects parce que c'est pas une vraie politisation en fait. Il dit en gros ta frustration, ta colère, etc., ta peur, mais voilà qui en est coupable. Euh, et donc euh, et donc ça donne. C'est pour ça. Enfin, il y a quelques années, une des premières études sur le conspirationnisme que j'avais écrite, j'avais appelé ça le triomphe de la posture, parce qu'en fait, c'est vraiment la puissance du conspirationnisme, c'est d'offrir une posture qui permet en fait, qui nous permet à tous, enfin, qui est un outil puissant de retrouver prise dans la vie en société quelque part avec toutes nos douleurs et tous nos affects, en ayant l'impression qu'on retrouve une puissance à travers cette posture, alors qu'en fait, elle est très cette posture conspirationniste, finalement, elle nous amène pas, elle nous conduit pas vers de l'action. Elle nous conduit essentiellement à désigner des coupables. Donc c'est là qu'il y a un dévoiement assez Hmm. profond, quoi, et assez intrinsèque. Et donc, vous disiez tout à l'heure, donc une technique, c'est effectivement de poser des questions en ayant, en fait, de faire semblant entre guillemets de poser des questions, alors qu'en fait, on biaise complètement la réflexion en posant ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que les conspirationnistes utilisent pour justement ne pas être, enfin, pour appuyer leur thèse? Ben, moi, je réfléchis pas tellement en termes de technique, je réfléchis plutôt en termes de sémantique. Mhm, C'est-à-dire que le conspirationnisme, particulièrement le conspirationnisme contemporain, mais ça reprend aussi des choses anciennes, il s'attache, si vous voulez, c'est comme un package sémantique. Il s'attache à quelques idées, obsessions qui fait tourner en boucle autour de la finance, par exemple, autour des lobbies pharmaceutiques et des vaccins, avec le Covid, mhm, par exemple, mhm, euh, mhm, autour des questions soi-disant de démocratie participative, enfin l'idée que la démocratie n'est pas assez démocratique et que donc il faudrait la rendre plus démocratique. Enfin, mhm, il y a comme ça toute une série, c'est pas une nébuleuse, mais tout un ensemble de thématiques. Bon, il y a évidemment l'antisémitisme, donc la mhm, désignation. Alors, l'antisémitisme, c'est pas forcément désigner les juifs directement, hein, mais désigner des personnalités juives comme responsables, faire des références antisémites, etc. mhm, Et donc, mhm, c'est toutes ces, on pourrait faire une liste comme ça de thématiques contemporaines qui reviennent en boucle dans le conspirationnisme. Et moi, c'est plutôt à ça, si vous voulez, que je reconnais l'imaginaire conspirationniste, c'est que je reconnais qu'on essaie de nous embarquer. C'est par exemple à travers des vidéos sur le net ou à travers des discours, quels qu'ils soient. Je ne sais pas s'il y a alors bien sûr, il y a des techniques de mise en forme, mais en gros, la technique, ça épouse toujours encore une fois la même trame narrative, c'est-à-dire on nous ment. Donc c'est toujours avancer des preuves du mensonge qui ne sont pas des preuves, hein, en fait, soyons clairs, hein, bien sûr. qui sont des choses qui sont interprétées comme des preuves du mensonge. Et puis en parallèle de se servir de toutes les obsessions dont je parlais pour désigner des coupables. Et en fait, c'est très simple. Je pense que on ferait une erreur si on considérait le conspirationnisme comme quelque chose de très complexe, etc. Parce qu'en plus, le conspirationnisme essaye de se donner des contours souvent très intellectuels, très argumentés, etc. Mais une Mhm, fois qu'on a la grille de lecture, qu'on sait cette trame narrative, il y a un mensonge du système au service d'intérêts cachés d'un petit groupe mal agissant, et qu'on sait aussi les thèmes qui sont récurrents, euh, encore une fois, la finance, la franc-maçonnerie, les juifs, etc., etc. On peut faire une longue liste. potentiellement les Arabes, puisqu'on en parlait au tout début. Bien évidemment, et les Mhm, musulmans, hein, la théorie du grand mhm, remplacement, par exemple, c'est une théorie mhm, conspirationniste anti-musulman, on pourrait dire. mhm, mhm, Et donc, en fait, c'est ça. Une fois qu'on a compris quels sont comment on pourrait dire, oui, les thématiques obsessionnelles, et qu'on a compris la trame narrative, et franchement, le conspirationnisme, il se reconnaît en 2 secondes. Alors mhm, évidemment, je dis ça, moi je suis là-dedans depuis des années, mais ce que je veux mhm, dire par là, c'est que personnellement, j'en veux un petit peu parfois à certains acteurs du débat public, que ce soit, je sais pas moi, des journalistes ou des personnes publiques de manière générale, qui, j'ai l'impression, font semblant un petit peu de se gratter le front devant certains discours, genre est-ce que c'est vraiment conspirationniste ou pas, etc., mhm, réfléchissant. mhm, mhm. Alors qu'en fait,
en fait, il y a quand même des repères assez clairs qui permettent de dire cela assez rapidement. Mais simplement, ce qui est pas confortable, et ça c'est peut-être pour ça qu'on a parfois du mal à détecter, c'est que ça nous renvoie souvent au fait que nous-mêmes, on peut être imprégnés de l'imaginaire complotiste. Ça, je pense que c'est Hmm. très important à dire, c'est que c'est un imaginaire qui se répand à des degrés divers, et que on peut tous en être imprégnés. Et que Hmm. forcément, regarder, par exemple, questionner nos obsessions, questionner la manière dont on s'interroge, ben forcément, c'est pas hyper confortable, c'est évident. Ouais, complètement. Et justement, vous parliez des journalistes. Une des techniques de l'association, c'est de discréditer les personnes qui pourraient éventuellement dire ce- enfin, l'opposé de la thèse qui est annoncée. Puisqu'on vous dit on vous ment nécessairement, et en particulier les médias vous mentent, ou le gouvernement vous ment, ou peu importe quels sont les éléments auxquels on fait référence, bah, du coup, ça discrédite les sources qui pourraient potentiellement contredire. Et donc, nécessairement, ça tue le débat. En fait, il y a plus vraiment de contradiction possible. Complètement, c'est une logique de discrédit. Il y a quelques années, je disais qu'on était dans l'ère du désaveu ou de la défiance, et puis j'ai rajouté aussi ce terme de discrédit en disant on est aussi dans l'ère du discrédit, c'est-à-dire qu'effectivement moi je le vois à titre personnel, euh, les conspirationnistes s'attachent tout le temps à discréditer ceux qui s'opposent à eux, c'est-à-dire ne sont pas évidemment dans de l'opposition. En fait, ils esquivent la vraie opposition, qui est en fait une opposition idéologique et politique. Moi, par exemple, je cache pas du tout que je combats politiquement les conspirationnistes. C'est pas, Mhm, mhm, c'est pour moi, c'est une question de vision du monde, parce que le mhm, conspirationnisme, c'est une vision du monde, et donc voilà, je m'oppose à eux à ce titre-là, en quelque sorte. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, pas j'ai l'impression, j'observe que la logique de leur part, ça va toujours être plutôt de discréditer tous leurs contradicteurs, par exemple, de remettre en cause leurs compétences, de remettre en cause, je sais pas moi, leur probité, n'importe quoi, chercher tous les éléments, encore une fois, qui dans leur parcours pourraient montrer qu'il y a une incohérence, un mensonge. Encore une fois, on en revient à cette logique de traquer le mensonge. mhm, Et en fait, ça, c'est l'impasse du débat aussi avec les conspirationnistes. Et ça, je le dis souvent aussi aux journalistes, parce qu'il y a encore des journalistes qui pensent qu'il faut quand même toujours débattre, que c'est important, etc. Oui, mais oui, dans l'absolu, le débat est important, bien évidemment. Mais le problème, c'est que le débat doit être un vrai débat politique, un vrai débat vision contre vision. Alors là, c'est un débat mhm, politique. Mais si on est dans cette logique de discrédit, et d'ailleurs, je pense qu'on doit nous-mêmes, si on combat le conspirationnisme, faire attention à ne pas tomber dans cette logique de discrédit, c'est-à-dire être plutôt dans le dans la dénonciation politique, bien évidemment, parce que le discrédit, c'est aussi une ultra personnalisation de ces questions, qui fait qu'on mhm. est on n'est plus dans oui, le vrai échange de vision et le vrai combat politique, encore une fois. Hmm. Et quand on préparait ensemble, vous parliez d'Alain Soral et du Dieudonné. Euh, et où est-ce que vous les positionnez là-dedans? Parce qu'en fait, ils ont été interdits, enfin plus ou moins en tout cas, de débat public. Enfin, j'ai la sensation qu'on les voit un peu moins dans les médias traditionnels, en particulier Dieudonné qui, du coup, en fait un outil marketing, hein, puisque ça sert finalement son propos de dire, ben, puisque en fait, je vous dis tellement la vérité qu'on m'interdit de parler. Euh, où est-ce que vous les positionnez sur cette carte du complotisme? Ah ben au niveau du francophone, ce sont des acteurs majeurs, hein. Soral et Dieudonné, c'est en tout cas dans le débat public français, ça a été vraiment les personnes qui ont rendu ce conspirationnisme tout à fait banal et mainstream, on pourrait dire. Je pense spécialement à Dieudonné, d'ailleurs, parce qu'en plus Dieudonné avait un très très grand succès populaire Bien sûr. en amont de sa dérive, plus que dérive, de sa débâcle, parce qu'on doit quand même rappeler que ce sont des gens qui ont des propos négationnistes, hein. Oui, bien sûr. Soral comme Dieudonné d'ailleurs. Soral c'est plus un pur idéologue bien évidemment et qui comment dire, qui rebute certaines personnes parce qu'il a quand même son côté très violent. Dieudonné c'est encore plus pervers parce que comme il joue avec, enfin il joue avec l'humour par ailleurs. Mhm. Forcément, il y a une espèce de mix entre humour et posture conspirationniste et antisémite. Ce sont des gens qui sont très profondément antisémites. Mais je pense qu'on ne doit pas du tout négliger. Enfin, c'est ce que je vous disais en off tout à l'heure, mais c'est que Mhm. effectivement, ces gens, ils font toujours des centaines de milliers de vues
chaque semaine. Ils continuent à produire des contenus. Et puis surtout, ils ont autour d'eux toute une nébuleuse d'activistes, on pourrait dire, de journalistes alternatifs, etc., qui produisent eux-mêmes aussi leur propre contenu. Et donc, ils ont formé, on pourrait dire ils ont formé toute une école, quoi. Il y a plein de jeunes qui, à leur suite, parce que maintenant Dieudonné et Sorel ont pris un peu d'âge, ne nous mentons pas, Mm. mais il y a plein de jeunes qui ont pris leur relais. Ils ont formé toute une génération, si vous voulez. Mm. C'est là que je suis souvent fatiguée de la logique médiatique, dans laquelle par ailleurs je rentre parce qu'on me sollicite et que je réponds aux questions, bien évidemment, mais Mhm. je trouve que la logique médiatique, elle est beaucoup trop souvent dans la réaction et qu'elle oublie de remettre de la perspective, de la chronologie, de se demander, par exemple, si on fait une référence au documentaire Hold Up, pourquoi il y a une telle adhésion. Évidemment, il y a Mhm. toute une histoire derrière ça. C'est pas tout d'un coup tout le monde qui bascule dans le conspirationnisme. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui sont déjà imprégnés depuis des années par l'imaginaire conspirationniste, mais simplement qui sont beaucoup plus enclins à rentrer dans ce type de contenu. Et ça, s'il y a bien une responsabilité des médias, je pense c'est ça. C'est typiquement par exemple sur Soral et Dieudonné de de penser par exemple que maintenant c'est des has-been et que voilà ils n'ont plus d'importance. Mais Mm. en fait ils continuent à avoir une très très grande influence. Je me rappelle au moment de l'attentat de Charlie Hebdo notamment, Dieudonné faisait des vidéos qui faisaient près d'1 million de vues quoi. Et c'était des vidéos terriblement violentes et très choquantes par rapport aux victimes des attentats. Et alors, heureusement qu'on ne les invite plus dans les médias. Et moi, je suis totalement pour qu'on n'invite plus ce genre de personnes, surtout quand ça rentre dans le cadre de la loi, parce qu'il y a des appels à la haine et du négationnisme. On est dans le cadre de la loi. Mais en même temps, il faut continuer à parler de ce problème, quoi, et à le combattre surtout. Mm. En fait, il y a plusieurs questions qui me viennent. La première, moi, quand vous faisiez référence au documentaire Hold Up, on va en parler évidemment. Euh, Parce que eux, ils disent, la question à se poser, c'est à qui profite le crime. Et moi, je me dis, ben, à qui profite le crime de faire ce documentaire? En fait, il y a vraiment cette question que je me pose, enfin, qui évidemment eux ne posent pas, mais moi, je me la pose nécessairement. Donc voilà, et à mon sens, ça profite justement aux partis plutôt euh, extrêmes. Donc, enfin, c'est ma lecture et j'ai peut-être tort, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a cette question-là. Et puis, il y a l'autre question aussi par rapport aux médias qui, effectivement, vous le disiez, réagissent pas forcément de la bonne manière. Moi, j'ai vu beaucoup de médias faire du fact-checking, mais en fait, on se rend bien compte que le fact-checking, ça ne fonctionne pas, puisqu'en fait, par rapport à ce que vous décrivez, c'est que c'est pas enfin, de vérifier des faits qui fait que on est on est en dehors finalement de la sphère euh, enfin, concrète et réaliste. Donc, c'est pas ça qui fonctionne. Et du coup, je me demandais comment on fait pour répondre à des thèses enfin, complotistes. Enfin, vous avez en partie répondu déjà, cela dit, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Mais déjà, oui, pour revenir sur ce que vous disiez sur à qui profite le crime, je pense il faut se méfier de la logique de la lecture par intérêt, Mhm. qui est d'ailleurs la logique de lecture des conspirationnistes. Mhm. Je pense que en tout cas au niveau de l'intention, on va dire, de ceux qui ont fait le documentaire, je pense qu'ils ont surtout une vision du monde et qu'ils la défendent, tout simplement. Mais Mhm. Mhm. effectivement, cette Mhm. vision du monde, elle va profiter très clairement, in fine, si on voit plutôt les choses sur à qui ça va profiter au final. Bien sûr que ça va profiter notamment à l'extrême droite, hein, soyons bien Mhm. clairs. Mhm. C'est que historiquement, encore une fois, le conspirationnisme et l'extrême droite, c'est très lié, hein, et qu'on veuille le voir ou pas, c'est évident. Il y Mhm. a aussi une partie de l'extrême gauche qui est contaminée beaucoup par les thèses conspirationnistes, mais en tout cas, ça conduit vers un rejet des élites, et on sait bien ce que c'est le rejet des élites, hein, c'est le populisme, et donc forcément, généralement, c'est l'extrême droite, quoi. Donc je pense que ça va profiter. Alors sur le comment faire, effectivement, comment faire pour face à ça, on pourrait dire. Effectivement, le fact-checking, on est dans une impasse complète du fact-checking. Et d'ailleurs, pour parler souvent avec des journalistes qui font du fact-checking, ils s'en rendent compte eux-mêmes. Ils se rendent compte que Mhm. en fait, ça ne sert à rien. Enfin, pas que ça sert à rien. C'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu excessif de dire ça parce que je pense que ça aide les personnes qui ne sont pas conspirationnistes pour leur donner des outils. Ça, c'est intéressant. Mais quelqu'un qui est dans le conspirationnisme, encore une fois, sa croyance est en amont. Et donc il est dans un rapport de croyance, il est dans un rapport idéologique. Et finalement, c'est pour ça que j'ai dit, enfin,
il fait semblant de s'intéresser aux faits, mais il ne s'y intéresse pas vraiment. Ce qui Hmm. l'intéresse, c'est de corroborer sa thèse, si vous voulez. Et donc, effectivement, si on donne des éléments qui viennent contredire sa thèse, il va les mettre de côté. Ça, c'est presque naturel. Alors, sur le comment faire, je pense qu'en fait, c'est un chantier beaucoup plus exigeant et à long cours qui nous attend, en quelque sorte. C'est Mhm. que, moi, je dirais principalement deux choses. Il faut à la fois remettre du politique et donc, je pense combattre beaucoup plus clairement politiquement ce phénomène, sans traiter ces gens d'imbéciles comme on le fait trop Mhm. souvent, Mhm. sans être oui, sans être dans la condescendance, etc. Mais simplement remettre du politique, ça veut dire questionner aussi notre responsabilité politique à chacun d'entre nous par rapport à ce phénomène. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et quand je dis remettre du politique, je parle pas du militantisme, hein, parce que le militantisme, Mhm. ça peut conduire à des choses pas belles non plus. Mhm. Mais le politique, c'est notre rapport au monde, quoi. C'est essayer de redéfinir qu'est-ce qu'on veut défendre comme vision du monde finalement, être beaucoup plus clair là-dessus. Parce que moi, je pense il y a une exigence éthique derrière ce phénomène. C'est qu'on ne met plus sur la table ce qu'on est prêt à défendre et comment on est prêt à le défendre. Donc, je pense vraiment qu'il y a ce chantier-là qui s'ouvre. Et puis, l'autre chantier parallèle, c'est le chantier de la confiance. Parce qu'en fait, ce que ce phénomène nous oppose, c'est qu'il y a une défiance citoyenne terrible Mhm. à Mhm. l'égard de ce qui est perçu comme la parole d'autorité, donc Mhm. c'est-à-dire la parole politique, la parole médiatique, la parole scientifique. On le voit maintenant avec le Covid. Il y a une Mhm. défiance vraiment devenue abyssale. Et donc, il faut recréer, il n'y a rien à faire, il faut recréer du lien social à ce niveau-là. Donc moi, je dis toujours aux politiques, aux journalistes et tout ça, je disais, mais il faut que vous alliez sur le terrain, réexpliquer vos pratiques, réexpliquer comment vous créez de l'information, comment vous vérifiez, etc. Être prêt à dire aussi aux gens qu'est-ce que vous défendez justement comme vision. Parce que souvent, ce qui est reproché, en fait, aux journalistes, aux politiques, etc. C'est pas tant de défendre une vision du monde, mais c'est de prétendre ne pas en défendre alors qu'en fait ils en défendent une, quoi. Et donc Mhm. je Mhm. pense qu'il faut beaucoup plus de transparence, de cohérence. C'est vraiment ça. Je suis persuadée, enfin je suis convaincue de ça depuis des années, que c'est l'interpellation profonde, si vous voulez, qu'il y a derrière ce phénomène. C'est une exigence de beaucoup plus de cohérence et de transparence qui se joue aussi bien à un plan individuel qu'à un plan collectif. Mais ça, évidemment, ça va pas se régler en deux émissions ou en deux chroniques. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un truc de société qui va se jouer au long cours. Et il faudrait Ouais, déjà qu'il y ait une prise de conscience. Je suis pas sûre. Voilà. complètement. Et ça peut être difficile, je repense, je parlais avec une amie de l'ARC, donc une association qui lutte contre le cancer, qui a eu un cas il y a 25 ans de Jacques Rosemary qui a détourné des fonds. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui encore, on leur en parle toujours, alors que c'était il y a 25 ans et c'était un homme, c'était pas l'association en tant que telle. Et ce que je trouve intéressant dans ce cadre-là, alors même si là, en l'occurrence, on n'est pas dans le complotisme du tout, mais vous allez voir le lien que je fais, c'est que, en fait, on se demande toujours ce que les associations font de l'argent qu'on leur donne. Et quelque part, on a un petit fond de, oui, mais peut-être que c'est pour payer du marketing, peut-être qu'ils en profitent pour faire leur maison, etc. Et quand on voit, en fait, que une personne l'a fait, du coup, d'un coup, enfin, ça valide notre thèse et du coup, tout bascule. Et j'ai la sensation que peut-être pour la crise sanitaire, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que on suspecte les politiques de nous mentir, on suspecte les médias de nous mentir, et d'un coup, comme ils font une erreur, par exemple sur l'histoire des masques, ils nous prouvent qu'ils nous ont menti. Enfin, on a la preuve qu'ils nous ont menti, donc ça nourrit encore plus, ça nourrit la thèse en fait finalement. Oui, exactement. Il y avait, je sais plus si c'était une journaliste ou quelqu'un d'autre, non, quelqu'un qui participait à une de mes conférences, qui me posait la question, qui disait, mais est-ce que vous ne pensez pas que si le politique était, enfin, si les politiques étaient cohérents, ils ne faisaient pas d'erreurs, il y aurait moins de conspirationnisme. En fait, je ne crois pas. Mais je crois Mhm. que, parce qu'en fait, encore une fois, la croyance, elle est en amont. Mais je crois qu'en effet, à chaque fois qu'il y a une erreur ou une incohérence, paf, ça va être vu comme une preuve de ce Mhm. qu'ils croient. Et c'est ça le piège. Et c'est un petit peu sans fin. C'est que parce que en fait, aucune institution ne peut être parfaitement cohérente. Aucune institution ne peut être parfaitement vraie en tout temps. On le sait tous bien. Là, il faut Mhm. revenir presque à un plan philosophique. Hein. Est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut attendre de la démocratie qu'elle soit parfaite, en fait? Je pense que c'est un petit peu ça aussi l'erreur qui a derrière le conspirationnisme. Parce que souvent, les personnes qui adhèrent aux conspirations, enfin, à l'imaginaire complotiste, quel que soit le degré, ils ont une très très grande attente vis-à-vis de la démocratie. Mais cette attente, mais c'est ce que vous décrivez avec le cas que vous disiez, hein, elle est parfois un petit peu inhumaine, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut attendre de n'importe quelle association, n'importe quel média ou quoi, que tout soit parfait, que tout soit équitable et juste? On sait très bien, malheureusement, que toute société humaine, et surtout quand il y a du pouvoir en jeu, parce que là, c'est souvent lié aux logiques de pouvoir aussi, ben, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, etc. Alors, je pense que dénoncer les mensonges, c'est toujours bien. Enfin, oui, forcément, ça remet de l'éthique. Mais si on dénonce le mensonge pour en fait vendre des discours qui sont hostiles à la démocratie, par exemple, ou hostiles, je sais pas, justement, à l'aide aux associations, si on reprend votre exemple, là, ça devient un glissement qui est dangereux. Mais on est toujours sur un peu un fil de rasoir, hein. Il faut en même temps essayer, je pense tous, là où, dans nos milieux respectifs, d'être le plus cohérent possible, le plus droit, et tout en sachant que de toute façon rien ne sera jamais parfait. D'ailleurs, quand on parle d'incohérence, quand on parle de mensonge, on peut tous se regarder aussi dans le miroir, quoi. Je veux dire, c'est pas seulement. Moi, je crois très fort à ça, quoi. Il faut, si chacun se regardait dans le miroir par rapport à tout ça, bah Bien voilà. sûr. On demande aux politiques et aux institutions des choses dont on n'est même pas capable nous-mêmes. Ben, c'est évident. C'est évident. Et je dis pas ça pour les dédouaner, hein, parce que je pense que par ailleurs, effectivement, avec la logique du pouvoir, ces problèmes souvent s'accentuent, on va dire. Mais oui, ces incohérences et ces mensonges et ces actes manqués, etc., malheureusement, on en est tous responsables et on en fait tous, quoi. Ça, je suis convaincue. C'est-à-dire que je pense que le conspirationnisme, il jette à l'extérieur de lui-même, enfin de nous-mêmes, des problèmes qui sont à l'intérieur de nous, si vous voulez. C'est comme extérioriser des problèmes qui sont intrinsèques. Et c'est pas parce qu'ils sont à l'intérieur de nous qu'il faut pas les dénoncer, mais il faut les dénoncer d'abord en les combattant en nous, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est ça que les conspirationnistes oublient, en fait, souvent. Bien sûr. J'ai une question relativement simple, mais en même temps essentielle à poser autour du rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans le conspirationnisme. Ce qui est clair, c'est que l'extrême droite, qui a été quand même rejetée des médias assez tôt, enfin rejetée en tout cas partiellement, a beaucoup utilisé finalement les réseaux sociaux pour faire passer leur thèse. Et on voit aujourd'hui, on parle beaucoup sur la thèse d'Eli Pariser de filter bubble, donc des bulles finalement dans lesquelles on reste, et les algorithmes nous invitent à rester dans ces bulles, donc à ne trouver que des gens avec lesquels on est d'accord. Finalement, et donc ça nourrit encore plus nos thèses. Donc si on cherche, en fait, ce qui est intéressant avec Internet, c'est que ça peut être un outil de découverte incroyable, et en même temps, si on cherche, par exemple, je me suis coupé le doigt, est-ce que je peux avoir un cancer, on va trouver la réponse qui va nous dire oui. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver tout et n'importe quoi. Et ce que je me posais comme question, c'est c'est quoi le rôle justement d'Internet dans le conspirationnisme? Alors, juste une petite parenthèse là-dessus. D'abord, quand vous dites l'extrême droite n'est pas vraiment dans les médias ou l'a moins été, l'extrême droite en France, elle est partout dans les médias, hein, depuis 20 ans. Aujourd'hui, oui, c'est très clair. C'est très choquant de Belgique, parce qu'en Belgique, on a une culture du cordon sanitaire où on n'invite pas l'extrême droite sur les plateaux. Moi, je me rappelle, l'année passée, j'étais invitée à une matinale d'Europe 1. Quelle ne fut pas ma surprise de voir sur le visuel qui annonçait la matinale, les invités de la matinale, 2 points, Marie Pelletier, premier tiret, deuxième tiret, Marine Le Pen. Bon. Et là, pour moi, c'était d'une violence incroyable. Enfin, c'est une petite anecdote, mais c'est juste pour dire que mais c'est une banalisation complète et qui a lieu pas seulement sur les plateaux TV, sur la radio, dans la presse en général, où en fait, c'est marrant comme l'extrême droite continue à dire qu'elle ne peut pas s'exprimer alors qu'elle a vraiment voix partout. Et que les médias ont une grande responsabilité du coup dans la banalisation de cette parole. Quand je dis extrême droite, c'est bien sûr des responsables politiques comme Le Pen, mais c'est aussi quelqu'un comme Zemmour, par exemple, qui a été pendant, je sais pas moi, 10-15 ans chez Ruquier tous les samedis soirs à déblatérer sa rhétorique purement d'extrême droite, par exemple. Complètement. Ouais. Donc il y a une banalisation de cette parole. Je pense que c'est important à rappeler que les médias, en fait, on oppose parfois réseaux sociaux et médias, mais ils ont aussi beaucoup travaillé de main dans la main, on pourrait dire. Maintenant, sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a
comment dire, le web de manière générale a évidemment beaucoup facilité la propagation de l'imaginaire complotiste, de la défiance à l'égard de la démocratie, de la banalisation des paroles de haine évidemment. Euh, Surtout à partir des années 2010, parce que les années 2010, c'est vraiment les réseaux sociaux précisément, et c'est Mhm. cette logique d'horizontalité complète, quoi, c'est-à-dire où toutes les informations et toutes les personnes sont mises sur un pied d'égalité, ce qui en soi pourrait paraître sur le papier très chouette, mais en même temps, dans la réalité, qui nous a fait sombrer dans un grand relativisme de l'information. Effectivement, on peut trouver tout et son contraire en termes d'information, et donc c'est extrêmement dur de s'y retrouver dans ce qui circule. Et effectivement, ça a été surtout aussi un lieu de polarisation du débat public. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des obsessions des conspirationnistes, etc. Ces obsessions, Mhm. elles se sont beaucoup structurées en ligne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en ligne, on a par exemple des gens qui sont obsédés par l'islam, d'autres qui sont obsédés par le complot judéo-maçonnique, c'est parfois les mêmes d'ailleurs, et donc qui vont répandre, pardon, ad nauseam leurs idées. Et en fait, à un moment donné, c'est pour ça que moi les bulles, je relativise toujours, parce que en fait, je pense que la bulle, la bulle conspirationniste, elle est de plus en plus large, on pourrait dire. Ouais, c'est sûr. C'est difficile de faire les frontières. Parce qu'en fait, à un moment donné, à force de brasser tout le temps les mêmes obsessions en boucle, ça contamine le débat public. Il n'y a rien à faire. On l'a vu notamment en France sur la question de ce que j'appelle l'hystérisation autour de la question de l'islam en France, qui est quand même Mhm. assez propre à la France, ça. Euh, Notamment autour du voile islamique, etc. Cette obsession-là, qui est une obsession quand même assez ancienne en France, mais elle s'est fortement polarisée sur les réseaux sociaux avec des gens qui, en fait, H24, c'est pas très français de dire ça, mais Non, non, mais qui passaient leur journée, qui c'est déjà passent pas leur mal. journée à partager des visuels sur les femmes voilées, etc. Et donc, à un moment donné, en fait, ça contamine et ça se répand. Et donc, je pense, mon deuxième livre, mon deuxième livre s'appelle Obsession, et je pense vraiment que les réseaux sociaux, ce sont des lieux qui nourrissent les obsessions. Mhm. Et ça fait beaucoup de mal en termes de conspirationnisme notamment, parce que le conspirationnisme, il utilise ses obsessions pour vendre son récit en quelque sorte. Et Mhm. donc tous ces groupes qui sont en boucle sur le même sujet sur Internet, mais à un moment donné, ils aident à faire passer cette idée, à rendre mainstream leur obsession, on pourrait dire ça comme ça. Je comprends. Je vais vous poser une question celle-là est plus compliquée, mais parce que je vous avais pas demandé au début, mais c'est quoi la question qu'on vous pose jamais, que vous aimeriez bien qu'on vous pose sur ce sujet du conspirationnisme? Elle est un petit peu complexe, mais Euh, non, c'est une très bonne question. Eh ben, la question qu'on ne pose pas suffisamment, c'est, en fait, on me pose très souvent sur comment faire. On me dit tout le temps comment Mhm. faire face à ça. Mais je trouve que il y a moins de questions qui sont sur le pourquoi et surtout encore moins de questions sur comment moi, enfin moi journaliste, moi chercheur, moi je peux participer à ça. C'est-à-dire Mhm. je trouve qu'il y a très peu de questions sur la responsabilité qu'on peut tous avoir dans ce phénomène et pas la responsabilité dans le sens on n'est pas assez bien et c'est parce qu'on ne fait pas assez bien notre boulot qu'il y a du conspirationnisme. Non, c'est pas ça. C'est euh, comment je peux participer malgré moi à répandre cette sémantique, à répandre cette logique narrative, etc., telle qu'on l'a décrit tout à l'heure. Je trouve que de manière générale, c'est peut-être pas, enfin, c'est difficile à formuler sous la forme d'une question précise, mais Mhm. ce qui me manque, c'est une vraie remise en question, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'analyse du conspirationnisme comme un phénomène euh, un petit peu de gens tarés, on va pas se mentir, un peu de gens Mhm. Mhm. imbéciles, de gens un peu extrémistes, mais surtout pas intelligents. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le conspirationnisme, c'est un imaginaire qui touche beaucoup les milieux intellectuels, par exemple. Et il y Mhm. a beaucoup d'intellectuels qui sont persuadés d'être tout à fait immunisés par rapport à cela, alors qu'en fait, ils sont totalement dans la même sémantique. Et donc, moi, je dirais que c'est ça qui me manque le plus souvent comme type de question, c'est par rapport à notre propre examen de conscience. Comment on en est arrivé là? Mhm. Parce que franchement, Mhm. on est quand même dans une société, politiquement, c'est d'une tristesse absolue, hein, parce que le conspirationnisme, c'est quoi? C'est une paranoïa politique, hein. On est devenu une Mhm. société totalement parano, qui n'a plus confiance en personne, qui,
je sais pas expliquer, qui ne cherchent pas le bien, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est triste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est triste quand on regarde notre histoire, historiquement, d'où on vient, nos parents, nos grands-parents, ce qu'ils ont cherché à défendre. J'idéalise pas le passé. Il y avait plein de choses horribles aussi, bien évidemment. J'ai l'impression qu'il y a quand même une débâcle politique aujourd'hui assez grande et que peu, peu de personnes en prennent la responsabilité. J'entends. Et vous pensez quoi justement de la réponse des journalistes au documentaire Hold Up, justement? Bon, moi, j'ai trouvé que c'était catastrophique, hein, et je peux le dire en faisant mon autocritique parce que j'ai Vous avez participé participé, ouais. grandement à ça. Mais le documentaire n'était même pas sorti de 24 heures, que ça faisait déjà la une partout. Euh, et, oui, une surcouverture du truc. Alors que moi, je me rappelle très bien, une semaine avant le doc, une semaine ou deux, j'ai publié une tribune dans Le Monde qui parlait du conspirationnisme, mais justement comme quelque chose qui va jusqu'à toucher le pouvoir politique j'analysais comment la manière dont les gouvernements français, par exemple, réagissaient au Covid était aussi le signe que le conspirationnisme, en quelque sorte, imprégnait aussi les sphères dirigeantes. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que cette tribune, j'ai eu pas mal de difficultés à la faire publier. Donc, une semaine avant Hold Up, il y avait très très peu d'intérêt pour le conspirationnisme. Et puis là, paf, il y a ce documentaire. Et là, il y a un intérêt, mais exagéré. Franchement, je peux le dire, exagéré, parce qu'on a donné en plus une lumière et une visibilité à un documentaire qui reste un documentaire basiquement, enfin oui, basiquement complotiste comme on en voit depuis des années. Et et en fait, je connais très bien ce genre d'emballement parce qu'il y avait eu ça aussi au moment des Gilets jaunes, par exemple. Enfin, il y a comme ça, à chaque fois qu'il y a des mouvements ou quoi, ou des événements un peu particuliers où le conspirationnisme est plus visible, paf, il y a un rush. Et en fait, ce rush, il fait beaucoup de mal parce que c'est très superficiel. On est beaucoup dans la logique du buzz. Il y a aussi, on va pas se mentir, une fascination. Moi, je sentais beaucoup ça ces derniers jours. C'est qu'en fait, il y avait une espèce d'excitation malsaine autour de ce documentaire qui n'est pas... Bah là, encore une fois, hein, regardons-nous dans le miroir, quoi. Pourquoi est-ce qu'on se branle tellement sur ce doc, quoi? Franchement, pour parler crûment, y a un truc qui dit quelque chose de nous aussi, et pas seulement de ceux qui y adhèrent. Et je trouve que en fait, cette logique médiatique qui est toujours d'être dans la réaction, elle est très très mauvaise et elle nourrit cette polarisation dont je vous parlais. Alors que moi, j'aimerais tellement qu'il y ait plus de formats longs et qu'on puisse parler de ces questions en dehors d'actu chaude immédiate. Et je me plains pas, hein, je suis quelqu'un de très sollicité, donc je vais pas dire on me sollicite jamais, ce serait tout à fait faux. Mais ce que je veux dire, c'est on me sursollicite quand il y a quand il y a ce genre de choses. Et alors évidemment, comme c'est dans l'urgence, on n'a pas toujours l'occasion justement de faire du fond et du qualitatif. Alors certains journalistes essayent quand même de profiter de l'actu pour faire du fond et du qualitatif, bien évidemment. Mais je crois vraiment que il y a une interpellation à ce niveau-là sur le type de contenu qu'on propose et sur le fait de quitter cette logique d'urgence, d'immédiateté et de réactivité. Donc je participe un petit peu à cette hystérie collective, malheureusement. Bon, j'essaie d'être dans le temps long au moins. Oui, oui. Non, mais je ne vise évidemment personne individuellement. Quand je dis ça, c'est totalement... Et en plus, je le dis, moi, je participe à ça, hein, parce que voilà, j'ai donné, je pense, une cinquantaine d'interviews depuis une semaine, donc je peux tout à fait me regarder dans le miroir aussi par rapport à ça. Non, et puis déjà avoir un petit peu le temps comme ça de développer un tout petit peu sa pensée, c'est déjà précieux, quoi, parce que quand il y a aussi le truc de simplement, enfin, de parler une demi-heure avec un journaliste et puis que ça se termine en une phrase dans son papier et qu'en fait c'est juste la phrase un petit peu choc qui va faire réagir, et donc là on passe complètement à côté de l'analyse de fond, quoi. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Marie. Ce podcast s'appelle Vlan, et je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. À quoi je voudrais ouvrir ou claquer la porte? Moi, je voudrais ouvrir de la porte à de l'espoir, en tous les cas, ça c'est sûr. Si on pouvait quitter cette ère de la défiance, cette paranoïa, etc., et retrouver des projets enthousiasmants et qui nous donnent de la perspective et de l'espoir, ça me soulagerait à titre individuel et je pense que ça nous soulagerait collectivement aussi. Totalement. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.